il est nécessaire de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Et la spiritualité n'échappe pas à ce précepte, je dirais. Et dans cet épisode, donc, j'aimerais que l'on parle d'un point clé, c'est de la spiritualité moderne ou de tous les enseignements que l'on peut avoir aujourd'hui. Et pour se rendre compte des origines de celle-ci, et surtout d'une mécompréhension globale de ce que l'on utilise pour justement mettre plus de conscience sur les choses et ainsi savoir comment mieux appréhender les différents courants, parce qu'ils sont divers quand même de spiritualité, voir les points communs, voir les points de distinction et en d'autres termes, savoir où est-ce que tu es et d'où viennent les enseignements que tu utilises aujourd'hui. Également, on va faire le point entre spiritualité et religion. Et tout cela, on va en parler d'un point de vue sociologique, mais aussi historique. Donc ça va être intéressant vraiment à plus d'un titre. On est parti donc sur les origines secrètes de la spiritualité moderne. Je te souhaite la bienvenue sur ce podcast Connaissance de soi entre psychologie et spiritualité. Tu l'auras compris, aujourd'hui on est vraiment axé spiritualité, mais on va voir que on va être pas mal axé aussi histoire et sociologie. Et je te souhaite la bienvenue, mon nom est Nico Pen, je suis auteur, formateur, penseur et mes spécialités, comme tu le sais, sont la connaissance de soi et l'éveil de conscience, et ce au travers tout particulièrement de disciplines clés que sont l'énéagramme, les 9 types de personnalité, les 9 familles de personnalité, la spirale dynamique qui va nous intéresser aussi pas mal aujourd'hui, qui va être vraiment en tâche de fond, qui permet de comprendre les évolutions de notre ego, les évolutions de notre conscience et les évolutions de société, mais également le tarot alchimique. On va d'ailleurs évoquer rapidement le tarot. Et donc on est parti sur cet épisode sur les origines secrètes de la spiritualité moderne. Et ici, vraiment, premier point que je dois dire, c'est que c'est un sujet qui est quand même assez vaste. Donc on va vraiment l'aborder en termes, le voir comme une sorte d'introduction, ou plutôt de fondation. Et si ça t'intéresse, on pourra aller plus loin sur d'autres épisodes. Alors, pourquoi justement il est intéressant de se poser la question sur la spiritualité moderne? Mais je vais prendre un cas concret, c'est le cas du tarot. Typiquement, non pas du tarot, des oracles. D'ailleurs, c'est intéressant, des oracles. Généralement, on dissocie tarot et oracle. Et souvent, on a tendance à se dire, l'oracle, c'est un peu une version différente ou un peu adaptée du tarot selon son créateur. Et sur certains tarots, on peut voir par exemple des figures comme par exemple des tarots où on va avoir des anges qui vont être présents et on verra sur le même tarot, mêlés aux anges, les chakras. Et dans les courants spirituels, il n'est pas rare de parler justement de tes guides, de tes anges gardiens, de parler de synchronicité, de parler également de tes chakras ou de parler de Kundalini et de mémoire akashique. Mais ce qui est intéressant dans tout cela, c'est que nous sommes face à ce que l'on appelle un syncrétisme. C'est-à-dire que, et c'est vraiment le point fondamental pour démarrer ce sujet-là, c'est-à-dire qu'on est sur une réunion de courants religieux à la base, parce que oui, on parle avant de spiritualité, parlons de religion, de courants religieux qui viennent d'origines distinctes. Et ainsi, à chaque fois que tu entends parler d'ange gardien, bien la référence, elle est biblique, purement et simplement. Mais alors, c'est étonnant de dire, ok, on a les anges gardiens, donc une référence biblique, donc plutôt occidentale, et de l'autre côté, on va la mélanger avec une référence orientale, avec les chakras par exemple. Et il n'est pas rare de voir des disciplines qui justement mixent les deux. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là? Et plus encore, on est en train de se poser la question, est-ce que c'est pas du grand n'importe quoi? Alors, je vais y répondre à tout cela. Et je vais te donner, bien évidemment, comme toujours, et comme pour chacune et chacun de ceux qui te donneront un avis sur un sujet quel qu'il soit, il est forcément orienté par rapport à la perception de l'individu et donc ma propre perception des choses. Et ma perception est vraiment orientée sur la connaissance de ces différentes voies. Alors après, je ne suis pas expert de certaines d'entre elles, bien évidemment, mais aussi surtout de ma passion sur l'aspect historique. Et vraiment, je me rends compte déjà d'un premier point, c'est qu'il y a
différents courants de spiritualité. On va retrouver sur chaque courant, et la diversité est de plus en plus large, mais on va retrouver quand même des socles communs. Et on va retrouver aussi des ponts. C'est-à-dire qu'il ne va pas être rare d'entendre parler de Kundalini d'un côté, de mémoire akashique, de chakra, d'ange gardien, de guide, de synchronicité. Et également, tu auras peut-être entendu, de l'ère du Verseau. Et on retrouve donc ici plusieurs choses. Et ce qui est intéressant, c'est d'un point de vue des religions, on a donc les chakras, on est plutôt orienté sur du bouddhisme, donc on est plutôt orienté occidental. On a les mémoires akashiques qui proviennent du mot akasha qui vient de l'hindouisme, on le retrouve également dans le bouddhisme. La Kundalini également, on est encore sur l'hindouisme. Et là déjà, de ce point de vue-là, on pourrait rajouter d'autres approches, comme des approches par exemple orientales, qui là, typiquement, prennent leurs racines purement en Orient, comme par exemple l'acupuncture, le yoga, le shiatsu et autres. Alors là, c'est intéressant parce que on voit que je mélange ici des approches, des concepts ou des approches spirituelles et des méthodes de thérapie, parce qu'il y a vraiment une partie philosophique et spirituelle qui est très fortement présente sur ces thérapies-là. Et donc ici, on voit, et on le voit beaucoup en Occident, on a une tendance à envier, à voir que l'Orient, que toute la partie plutôt asiatique connaît ou voit des choses en termes de spiritualité, d'énergétique, que nous, occidentaux, nous n'avons pas vues. Que des choses qui, finalement, n'ont pas... même, je vais le reformuler différemment. Un peu comme si, en fait, finalement, que ce soit en Europe, que ce soit aux Amériques, eh bien, sachant que bon, il y a une forte influence européenne, vue avec toute la partie colonisation et tout ça, bon, on va pas rentrer dans ces sujets, ça c'est encore toute autre chose, mais on se rend compte que sur la culture, on va dire, la culture purement occidentale, ou plutôt la culture qui est émergée finalement de l'Europe, qui est issue plutôt de la Renaissance, de l'ère industrielle et tutti quanti, eh bien, on a finalement perdu cette connexion au spirituel, au divin. Et on pourrait avoir tendance aussi à se dire finalement que c'est peut-être même la religion, et tout particulièrement la religion catholique, qui nous a coupé de cette approche spirituelle et de ce lien-là. Dans un certain sens, c'est pas faux. Clairement. Si on prend l'aspect de la spirale dynamique, alors spirale dynamique, c'est une discipline qui permet de comprendre l'évolution des êtres humains, l'évolution des sociétés, l'évolution de conscience. Si tu veux en savoir plus, regarde un lien en description où je t'explique plus en détail ce qu'est la spirale dynamique et comment ça fonctionne. Et sur la spirale dynamique, on comprend qu'en fait, on était sur le dogme des religions, niveau bleu en spirale dynamique, pour ceux qui connaissent. Et ce dogme-là a amené, par exemple, l'Inquisition, qui a fait une forme de chasse aux sorcières vers tout ce qui est une forme de mysticisme. Puis après, il y a eu le niveau orange, l'ère industrielle, où finalement la science est devenue la nouvelle religion. Et là, on a pu voir certaines dérives qui sont orientées matérialisme, mais plus que ça, vers ce que l'on appelle le scientisme. Parce que le scientisme est véritablement un dogme qui est présent et qui est très ancré sur les sociétés, je dirais plutôt les sociétés du XXe siècle. Ça a changé, certaines personnes sont encore très ancrées sur cette approche-là. Certains niveaux de conscience de chacun peuvent nous amener là-dessus. Mais on se rend compte qu'on a vraiment cette forte influence qui vraiment nous a coupé à la partie spirituelle pour nous amener sur la partie matérielle. Matérialisme, c'est pas pour rien. Et c'est intéressant. Moi, je fais ce distinguo entre le ciel et la terre. D'ailleurs, on peut parler de ces fameux éléments, l'élément de la terre et l'élément de l'air. On va en parler des 4 éléments, d'ailleurs. Et on va en parler tout de suite. Mais je vais finir ma phrase. Et finalement, on a une énergie de la terre vers le bas, l'air vers le haut, et l'air spiritus, le souffle, l'esprit, spiritualité. Et la terre, la matière, le concret,
Là, on est sur le matérialisme. Et donc, on a vraiment cette oscillation qui peut se faire et cette coupure qui s'est faite à un moment donné, qui est cette perte de spiritualité. Et donc, cette sensation finalement que la spiritualité, et on va voir que ce n'est pas le cas, cette spiritualité a disparu de l'Occident. Et finalement, comme elle a disparu de l'Occident, eh bien, on la retrouve en Orient. Alors du coup, là maintenant, je vais faire une petite pause. On va pas dire pause publicitaire parce que ça va concerner les élèves du programme Les Chemins de la Connaissance de Soi, qui est un programme que tu retrouveras en description, c'est le premier lien. Et juste pour vous dire, et pour celles et ceux qui souhaitent le rejoindre aussi, vous pouvez le rejoindre quand vous voulez. Donc sur ce programme Les Chemins de la Connaissance de Soi, je mets toutes les semaines des nouveaux cours à disposition. Et là, sur les 2 dernières semaines, ont été axés. Alors déjà, il y a eu tout un cycle sur l'abondance, on en a d'ailleurs parlé sur des précédents podcasts, mais sur les derniers cours, on était sur les 4 éléments, donc qui sont l'eau, le feu, l'air et la terre, et justement comment ils vont nous aider, ils vont t'aider à grandir en tant qu'être, ils vont te connecter à ta conscience supérieure, et justement comment arriver à gérer les différentes situations de vie et ton rapport à toi-même, à ton équilibre émotionnel, ton équilibre mental, ton équilibre matériel, au travers de cette approche des 4 éléments. Tu vas voir, c'est juste passionnant. Et si tu veux rejoindre, si tu as déjà rejoint les cours, donc tu vas le retrouver comme d'hab sur ton espace membre. Si tu ne l'as pas rejoint, tu as le lien dans la description. Et c'est intéressant, parce que là, je te parle des 4 éléments. Et les 4 éléments, on le retrouve aussi parfois sur certaines approches. Par exemple, sur le tarot. On va y revenir après. Et les 4 éléments, typiquement, eh bien, c'est une approche qui est occidentale, qui n'est pas orientale. En Orient, par exemple, si on voit en Chine, on va parler de 5 éléments. Et sur ces 5 éléments-là, alors on pourra se dire, ah oui, mais sur les 5 éléments, on retrouve l'eau que l'on retrouve sur les 4 éléments. Et en fait, c'est pas du tout la même approche. Sur les 4 éléments, ce sont 4 entités. Sur la philosophie taoïste, en Chine, donc les 5 éléments vont être plus focalisés sur des énergies. Et paradoxalement, ils vont faire référence aussi à 4 saisons plus un élément complémentaire. Donc c'est intéressant parce que là, ce que je viens de te dire là, sur les 5 éléments et les 4 éléments, c'est que on sent qu'il y a des ponts qui peuvent être faits et en même temps, c'est pas la même chose. Et comment peut-on justement faire ce fameux syncrétisme, ce fameux lien, ou ce fameux mélange, ce fameux cocktail entre 2 approches philosophiques, spirituelles différentes? Et est-ce que c'est bon? C'est là où on va arriver sur la partie historique. Mais avant cela, c'est pour ça que je me rends compte que c'est une introduction et qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus que vraiment, je t'invite à me dire, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit par n'importe quel canal de communication, sur tout ce qu'on est en train d'aborder aujourd'hui, parce qu'on est en train d'aborder vraiment un sujet super intéressant et super important, des sujets, ce que tu aimerais que je développe un peu plus. Et crois-moi, je ferai avec grand plaisir parce que c'est des sujets passionnants. Donc, pour revenir sur tout cela, on parle de vraiment 2 approches. Donc, vraiment, je viens de te dire qu'il y a vraiment 2 grands courants. Il y en a plus de 2, bien évidemment, mais on va dire il y a 2 courants majoritaires. Donc, il y a le courant que j'appelle occidental et le courant qui est oriental. Alors, le courant oriental, on a déjà parlé en amont. On a compris que l'hindouisme, le bouddhisme, le taoïsme, on peut retrouver également au Japon certaines approches de la culture. C'est un peu moins connu, on va le voir plus sur les arts martiaux. Mais on se rend compte que voilà, sur la partie asiatique tout particulièrement, il y a toute une culture, il y a de nombreux, un courant. Par exemple, la notion de réincarnation aussi, ça en fait partie, qui aujourd'hui est très très présent dans la spiritualité moderne. Au tel point qu'on a tendance à se dire, en fait, ils ont tout compris et nous, on n'a rien compris. Alors, si on creuse, tu vois, je t'ai parlé d'Occident, parce que vraiment, je te parlais d'eux. Mais je vais quand même parler aussi d'autres cultures, et on peut trouver dans d'autres cultures, tu vois, par exemple, en Amérique du Sud, alors, bon, on pense rapidement, naturellement, aux Incas, aux Mayas, à toutes ces cultures-là, mais il y a des peuples, je vous
pense par exemple ici au Chili, on a des cultures, on a les Mapuches, les Onas et bien d'autres encore qui aux États-Unis pareil avec les différents peuples indiens. Et quand on s'intéresse un peu à leur culture, on se rend compte qu'il y a des approches, des formes de spiritualité qui sont bien personnelles, une religion aussi, parce que toujours on a un noyau qui est un noyau mythologique puis religieux. Ça, la spirale dynamique l'explique super bien avec les niveaux tout particulièrement le second niveau qui est le niveau violet sur le côté monde magique sur lequel on va créer des mythes, des cultures, des rites, et après le niveau bleu qui va structurer un dogme et une religion. Et aujourd'hui, dans les sociétés modernes, on tend beaucoup de plus en plus au niveau vert de la spirale dynamique, qui est un niveau sur lequel on est en train de s'ouvrir et on est en train de sortir du dogme religieux tout en faisant une forme de syncrétisme, de micmac, j'ai envie de dire, de différentes approches. Et donc là, j'ai parlé de culture et de courants d'approche philosophique et spirituelle que l'on va trouver donc en Amérique. Je te donne l'exemple Amérique du Sud. On va en retrouver également en Afrique. On va en retrouver par exemple aussi dans toutes les cultures, que ce soit sur certaines îles, comme par exemple la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Guinée, les fameux Moai aussi que l'on va retrouver à l'île de Pâques. Donc là aussi, on retrouve aussi des cultures et une propre approche du spirituel et du sacré. C'est vrai que je n'ai pas dit ce mot-là, mais une approche du sacré. Et donc, j'ai omis sciemment de te parler de ce fameux... Donc, on a parlé du grand axe asiatique de spiritualité, avec différentes religions, différentes approches, mais qui finalement vont trouver des racines assez communes. Et on a également la partie qui est liée à la partie, je dirais plutôt européenne. Alors on pourrait parler également du monde arabe aussi, où il y a des choses très très intéressantes. Mais d'ailleurs, on retrouve par les mélanges culturels qui vont être trouvés. On va retrouver, si on prend par exemple les trois grandes religions qui vont être plutôt présentes nord de l'Europe, nord d'Afrique, Europe, on va retrouver quoi? On va retrouver la religion, le christianisme, je n'ai pas dit la chrétienté, le christianisme avec ses différents axes, le catholicisme, l'orthodoxie, le protestantisme. On va retrouver le judaïsme aussi, et également on va retrouver l'islam. Et c'est intéressant, donc on a ces trois courants qui en plus, si on regarde d'un point de vue que ce soit sur le Coran, sur la Bible, sur la Torah, on va quand même avoir des sources sur l'histoire, ou du moins la structuration, la vision du monde et de l'histoire. On va retrouver des sources communes. Un chrétien pourra discuter très facilement avec un juif du roi Salomon, de David, d'Adam et Ève, et ils pourront également, il y a cette notion aussi, que dans le Coran, on a également Jésus qui est un prophète. Donc certes, ça va créer des échos, ça peut créer à un certain niveau de spirale très dogmatique, c'est-à-dire le bleu, des frictions, parce que non, comment tu peux dire que Jésus, fils de Dieu, est un prophète? Mais si on regarde finalement avec une vision un petit peu plus de recul, un peu plus ouverte, j'ai envie de dire, et c'est vraiment le but du travail que l'on fait ensemble, que ce soit au travers des podcasts ou des cours, eh bien, on se rend compte qu'il y a quand même un socle commun. Et donc, on est en droit de se dire, ok, Nico, il y a un socle commun, mais c'est quand même assez dogmatique. Sauf que, sur ces courants-là, il y a quand même un axe spirituel qui est très fort. Je parlais souvent avec l'énéagramme d'Évagre le Pontique, de ce chrétien du 4e siècle après Jésus-Christ, qui a fait les prémices des 7 péchés capitaux avec les 8 passions, qui finalement font le lien avec 8 des 9 types énéagrammes. Et Évagre le Pontique, c'est quoi? C'est un père du désert, c'est ce qu'on appelle des gnostiques chrétiens. Et donc, c'était tout un courant chrétien de
ces siècles, ces premiers siècles du christianisme, qui étaient dans des approches beaucoup plus spirituelles. Donc on a les gnostiques dans la chrétienté, mais si on regarde sur ces approches très orientées sur des courants, on va dire, plus proches de la spiritualité telle qu'on peut l'avoir aujourd'hui, on va le trouver également parmi les soufis aussi, tous les courants soufis dans la religion musulmane. On va le retrouver également avec les kabbalistes dans la religion judaïque. Et c'est intéressant donc de voir que finalement, il y a des choses qui sont présentes là. Et je te parlais des 4 éléments. Et les 4 éléments, c'est quoi? Eh bien là, c'est l'héritage gréco-romain. Et on a également tout ce terreau culturel, tous ces outils, toutes ces pratiques qui sont présentes, qui ont été transmises également dans la culture religieuse aussi, que ce soit, si on parle de la chrétienté, on va les retrouver, ces éléments, sous d'autres formes. Le simple fait, par exemple, de fêter Noël et de voir une corrélation avec le solstice d'hiver, ce n'est pas un hasard. Pâques également. Donc, il y a vraiment des dates clés qui nous font comprendre que, en fait, les liens sont beaucoup plus forts, beaucoup plus présents qu'on ne pourrait l'imaginer entre chacune de ces religions. Et au-delà de ça, qu'on peut trouver une certaine spiritualité. Et allons-y sur la spiritualité et sur les approches qui vont être présentes de façon moderne. Donc, on avait parlé notamment, je t'avais dit, des anges, les anges gardiens. Ben, typiquement, on voit le lien biblique sur les anges gardiens. Je t'ai parlé aussi de l'ère du Verseau. Et ça, c'est intéressant parce qu'on parle d'astrologie ici. Et on parle d'une astrologie qui est une astrologie... Alors là, pareil, on a l'astrologie, on connaît les signes chinois, donc l'astrologie asiatique. Mais nous, ce qu'on connaît beaucoup, c'est l'astrologie occidentale, avec les 12 signes du zodiaque. Et cette notion d'ère, en fait, c'est... alors ça, c'est Carla qui t'en parlerait plus en détail que moi, parce que je suis vraiment pas un expert de ce sujet-là. Mais c'est ce qu'on appelle l'ère du Verseau aujourd'hui. Ce sont des ères astrologiques qui durent à peu près, alors je me rappelle plus exactement, mais un peu plus de 2000 ans, 2300, 2100, entre 2100 et 2300 ans. Et on dit généralement environ 2000 ans. Et en fait, ça amène des cycles. Et pour la petite anecdote, si tu regardes sur la Bible, on parlait du taureau, du veau sacré. On a des références avec le signe du taureau. Et donc ça, en fait, et dans les premières religions, les proto-religions, on va retrouver aussi ce symbole-là. Et après le bélier. Et donc c'est parce que à l'époque, il y avait la fameuse ère du taureau qui s'est terminée avec l'ère du bélier. Et il est dit, selon les traditions, que l'arrivée de Jésus-Christ a amené avec elle l'ère du poisson. Alors on revient en arrière, tu vois, c'est taureau, bélier, poisson, verseau, et donc après verseau, ça sera capricorne. Mais on a le temps, ça c'est dans plus de 2000 ans. Il faudra faire plusieurs réincarnations pour cela. Et d'ailleurs, réincarnation, là on est typiquement sur du bouddhisme, mais on peut se rendre compte qu'il y a des approches occidentales qui, comme par exemple transmigration de l'âme, qui ont des concepts assez proches. Et donc là encore une fois, pour parler des fameux syncrétismes. Et donc, on se rend compte, pour en venir à mes moutons du bélier, que donc le poisson, c'est Jésus-Christ, et on le retrouve d'ailleurs, ce symbole du poisson qui est présent, qui était un symbole de reconnaissance de la chrétienté, donc de tous les courants qui avaient justement cette religion, la religion chrétienne, au début des premiers siècles après Jésus-Christ. Après, ça a été remplacé très rapidement par la croix, tout particulièrement sur l'Église catholique. Mais on retrouve ce poisson-là, tu regarderas et tu le verras sur plein de monuments. Et ce qui est intéressant aussi, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre sur le poisson, c'est que c'était un signe de reconnaissance pour les premiers chrétiens parce qu'ils étaient persécutés. Alors qu'on a tendance à voir la persécution plus sur l'Inquisition qui était justement sous l'égide de l'Église. Donc c'est intéressant à voir un peu comment l'histoire évolue, comment ça se passe. Et
par rapport à cela, donc l'ère du Verseau, là où je voulais en venir, c'est que c'est un concept qui est purement occidental. Et l'astrologie aïdoucine aussi, que l'on retrouve également beaucoup aujourd'hui. Et donc, les différents courants, c'est là où on en vient aux origines secrètes de la spiritualité moderne, on se rend compte qu'ils viennent de loin, mais pourquoi à un moment donné, on a eu toute cette mouvance hindouiste, cette mouvance bouddhiste qui est arrivée jusque à l'Occident. On peut parler d'ailleurs du yoga, et le yoga, l'effervescence et la grande évolution du yoga, elle est plus occidentale qu'orientale. C'est ça qui est paradoxal, c'est que le yoga, l'origine est orientale, mais son développement, tel qu'on le connaît aujourd'hui, il est occidental. Et en fait, tout cela vient essentiellement de l'époque du New Age et de tout ce courant-là. Donc on est au début des années, on est dans les années 60, les années 70. Alors c'est intéressant, on est aux États-Unis, c'est vraiment plus spécifiquement le berceau est en Californie, tout particulièrement Berkeley. D'ailleurs, je me rappelle une fois où j'étais allé à Berkeley il y a 15 ans de ça pour mon ancienne carrière professionnelle quand je bossais dans le spatial. Donc on était allé voir un labo à Berkeley et on était passé devant le premier champ de hippies qui est protégé à Berkeley. C'était assez... Bon, il n'y avait rien à voir, hein, c'était un champ, c'était juste pour le symbole. Mais c'était intéressant qu'ils avaient gardé justement ce symbole-là. Et donc sur ces courants New Age, donc on a vraiment eu tout cet apport qui est avec cette culture qui est très orientée sur la méditation, sur justement la notion de chakra, de connexion, la notion aussi de psychédélique aussi avec la recherche d'états altérés de conscience, d'ouverture de conscience ou d'expériences mystiques. Chaque chose est un peu liée. Et aussi toutes les mouvances qui sont été sorties après de la psychologie moderne, comme par exemple les courants que sont la PNL, l'analyse transactionnelle avec Palo Alto, enfin l'école Palo Alto, la systémie, l'énéagramme, et toutes ces approches-là qui viennent de ces mouvances-là. Donc on est les héritiers de ces mouvances-là, qui après ont changé, ont évolué, se sont diversifiés, se sont structurés. Et c'est là où a été fait ce syncrétisme. Mais ce qui est intéressant, et c'est là où je voulais en venir sur ce podcast, c'est qu'en fait, ce syncrétisme, il n'a pas été fait par le courant du New Age. En fait, les courants du New Age ont été eux-mêmes influencés par, parce que c'est toujours l'influence de l'influence, par d'autres courants. Alors là, on vient à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, par des courants occultistes, donc les occultistes de ces époques-là, et tout particulièrement une femme une russe du nom d'Elena Blavatsky, qui est la créatrice du courant qui s'appelle la théosophie. Tu as peut-être entendu parler de ça. Peut-être que tu as entendu parler aussi de... D'ailleurs, il existe des écoles sur cette mouvance de Rudolf Steiner avec l'anthroposophie, qui est une suite de cela. Et Blavatsky, en fait, elle n'est pas la seule, mais avec certains occultistes de cette époque-là, ont beaucoup voyagé. Et donc, elle a rapporté... au travers de son approche qui est donc l'anthroposophie, ces mouvances, ces courants qui sont des courants liés à la partie liée à l'hindouisme, au bouddhisme. Et par exemple, le personnage de Riju Krishnamurti, que tu connais peut-être, ce grand nom de la spiritualité, de la philosophie, eh bien, typiquement, il appartenait à la théosophie. D'ailleurs, il l'avait reconnu comme une sorte de... Alors, j'irai pas jusqu'à Messie, mais de grand sage quand il était très jeune. Après, il en est sorti. Et c'est intéressant de voir que finalement, cela a influencé. Et ces courants occultistes du fin du 19e et début du 20e, ils sont intéressants aussi parce qu'on va retrouver par exemple Mesmer avec le magnétisme animal qui a amené justement les bases de l'hypnose.
On va retrouver également le mythologique Fulcanelli avec l'alchimie. L'alchimie aussi, on en parle en termes de spiritualité. Tu sais, moi, c'est un sujet aussi qui m'intéresse beaucoup. Et finalement, l'alchimie a retrouvé ces moments de grâce à cette époque-là. D'ailleurs, c'est marrant, l'alchimie, celle qui est connue aujourd'hui, c'est plus l'alchimie occidentale, mais il y a également un type d'alchimie orientale, et chinoise tout particulièrement. Donc les occultistes aussi, parmi les grands noms aussi, il y a Allan Kardec qui a fait les premières expériences scientifiques autour du spiritisme. Et donc on a tout ce mouvement, tout ce courant-là. Et là, ici, on va retrouver l'alchimie, on va retrouver donc le magnétisme aussi tel qu'on le connaît aujourd'hui, on va retrouver le tarot, donc on a les fondations de l'hypnose aussi. Mais aussi, si on va encore plus loin, on se rend compte que tout cela, eh bien, ça vient quoi? Ça vient du mouvement de la Renaissance, qui a été un retour à une forme de spiritualité et des courants philosophiques qui viennent de l'Antiquité gréco-romaine, puisque c'est Renaissance, c'est faire renaître tout ce trésor-là, qui a été un petit peu occulté pendant quelques siècles de catholicisme, mais en même temps, avec d'autres courants qui sont derrière. Et si on remonte sur ces courants hellénistiques, donc à l'époque de l'effervescence de la Grèce antique, et puis plus tard de la Rome antique, on se rend compte qu'eux-mêmes ont été influencés par d'autres courants qui étaient en amont, par exemple l'Égypte. L'Égypte, on dit toujours les pharaons, machin, ceci, cela, mais l'Égypte, ça a été des millénaires et l'Égypte aussi a elle-même été influencée par d'autres civilisations en amont, comme par exemple l'épopée de Gilgamesh. C'est intéressant de voir que finalement on revient sur des origines qui après se structurent. Et donc on en vient aujourd'hui, et aujourd'hui on a ce syncrétisme-là qui est ce mélange et qui est lié beaucoup à la mondialisation, qui est vraiment un mélange de différentes cultures, de différentes perspectives. Et la grande question, c'est est-ce que ce syncrétisme est une bonne ou une mauvaise chose? Parce que c'est vraiment la question qu'on s'est posée en amont. Et en fait, la réponse, c'est pas forcément... Ça peut être une mauvaise chose si elle n'est pas comprise. En revanche, c'est une bonne chose, de l'autre côté plutôt, c'est une bonne chose parce que ça permet également d'avoir une ouverture, un élargissement de cela. Mais pour qu'il y ait cet élargissement-là, il est nécessaire d'y mettre de la conscience. C'est pas déconnant de parler à un moment donné d'ange gardien et de parler de Kundalini. Mais encore faut-il savoir de quoi on parle. Et justement, comment ces deux approches se présentent. Et quand on parle de Kundalini, savoir vraiment qu'est-ce que ça veut dire derrière, quelle est la base, quelles sont les origines hindouistes cachées derrière ce concept-là. Et moi, c'est un peu ça finalement que je déplore sur certains courants, certains mouvements ou certains enseignements, c'est que il n'y a pas cette recherche, il n'y a pas cette curiosité. On va utiliser des mots, on va les réemployer sans forcément aller chercher pourquoi est-ce qu'on dit ça, qu'est-ce que c'est exactement. Tout le monde parle de l'ère du Verseau dont je t'ai parlé précédemment. C'est quoi l'ère du Verseau? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que c'est là? Comment ça se présente d'un point de vue astrologique? Quelles ont été les ères précédentes? Tout ça nous amène du sens, nous amène de l'intelligence derrière et permet finalement de faire un syncrétisme, mais un syncrétisme qui est sain et un syncrétisme qui va permettre non pas d'avoir une vision qui va être liée à une seule approche, mais une ouverture et une complémentarité. Bien évidemment, malgré cette complémentarité-là, c'est ma perspective, hein, peut-être que je me trompe, mais il me semble nécessaire quand même d'avoir, on va dire, plutôt des axes de spécialisation, parce qu'il y a tellement à chercher, que ce soit par exemple si on a parlé d'alchimie, rien que de ce côté-là, si on a parlé de la partie qui est liée aux mémoires akashiques, à tout ce qui est autour de ça, il y a tellement de choses à voir de ce côté-là. On a parlé d'astrologie, rien que là, c'est tout un monde. Et vraiment d'avoir des approches plutôt de prédilection. Tu vois, par exemple, moi je te parlais ce que j'appelle le tarot alchimique. Pourquoi je l'appelle tarot alchimique? Parce qu'on utilise les symboles de l'alchimie, on utilise tout cet apport, mais cet apport qui fait sens au sein du tarot et qui en même temps est complémentaire. Donc c'est pour cela que moi,
en termes de vibration, je suis plus proche de cet apport qu'ont pu faire les occultistes, dirons-nous, du 19e et puis de la Renaissance. Tu sais que moi je suis un passionné de la Renaissance, tout particulièrement la Renaissance italienne qui a pris naissance vraiment en Florence. Et sur cette partie-là, on va retrouver ces liens. Par exemple, si on revient à Dante aussi, avec la Divine Comédie, on voit le lien avec le côté biblique d'un côté, et en même temps sur le côté de l'Antiquité, des mythologies gréco-romaines. Bref. C'est passionnant, c'est tout un monde. Ce sont des mondes qui se croisent et qui amènent justement une richesse incroyable. Et vraiment, j'espère que ce podcast aura pu vraiment t'ouvrir à cette conception de tout cela. Mais plus que cela, j'espère qu'il va surtout t'inviter à aller chercher le pourquoi de tes croyances, je dirais spirituelles, mais au-delà de tes croyances, de tes approches de prédilection, de ce qui t'intéresse, et de voir pourquoi c'est là, qu'est-ce qui l'a amené là, et comme on l'a dit, justement, pour pouvoir construire l'avenir. Comprendre le passé, savoir quel est son passé, pour connaître son avenir et le préparer. Parce que finalement, le passé d'une discipline que tu utilises aujourd'hui, c'est également ton passé. Tu es l'héritière ou l'héritier on a vu, de siècles, mais c'est même plus que ça, de millénaires de transmission et d'évolution de savoir, je dirais plutôt de connaissance, parce que c'est pas la même chose de savoir, la connaissance, de connaissance. Et tu es, sans le savoir, en train de passer le flambeau aux générations futures. Donc tu fais ce lien-là. Et je trouve que ça nous redonne un sens de responsabilité sur cela, mais en même temps, ça nous donne aussi ça met encore plus de valeur sur ce que l'on fait et sur ce que l'on apporte. J'espère que ce podcast aura pu t'aider au maximum. Ça a été un régal, vraiment. Je prends toujours du plaisir à faire ces podcasts, mais alors celui-là tout particulièrement. Si tu veux aller plus loin avec moi, tu as donc la spirale dynamique qui aide à comprendre les sociétés et les évolutions de conscience. Tu as en dessous également l'énéagramme, on l'a évoqué, mais surtout les derniers cours des chemins de la connaissance de soi que tu trouveras. Bref, tu as tous les ressources qui sont en description. C'était un plaisir. On se retrouvera la semaine prochaine pour un autre sujet. Comme d'habitude, je ne sais pas de quoi je vais parler, mais en tout cas, ça sera passionnant, comme ça l'a été maintenant. Je te dis à très vite.